Lorsqu'on est confronté à la vie la plus inimaginable, beaucoup d'entre nous espéreraient se réveiller de ce cauchemar horrible. Mais pour certaines personnes, la réalité les a poussées à la limite et d'une manière ou d'une autre, elles s'en sont sorties vivantes. Il ne s'agit pas de scènes de film, mais d'expériences réelles et terrifiantes de 10 individus qui ont combattu la mort de façon qui semblait impossible. Attachez votre ceinture car vous pourriez la perdre alors que nous dévoilons les 10 survivants de l'inimaginable. Numéro 10, Aron Ralston. Imaginez planifier une randonnée dans l'une des régions les plus magnifiques et reculées du Canyon Country de l'Utah, tout seul. C'était l'objectif d'Aron Ralston lorsqu'il est parti pour ce qui aurait dû être une journée de routine le 26 avril 2023. Mais il ne savait pas que ce jour le pousserait à la limite ultime de l'endurance humaine et transformerait sa vie à jamais. Aron est né à Marion, Ohio, en 1975. Lorsque sa famille a déménagé à Denver, Colorado à l'âge de 12 ans, il s'est retrouvé entouré par les montagnes rocheuses. En parlant de coups de foudre, il a fréquenté l'université Carnegie Mellon en Pennsylvanie tout en travaillant comme guide de rafting pendant les étés et a obtenu une double spécialisation en génie mécanique. Ralston a travaillé comme ingénieur mécanique pour la société technologique Intel en Arizona, Washington et Nouveau-Mexique pendant 5 ans. Finalement, en 2002, sa passion pour l'escalade l'a poussé à quitter son emploi d'ingénieur pour passer plus de temps en montagne. Aron avait de grands rêves. Il voulait escalader seul en hiver les 59 sommets de 14 000 pieds du Colorado. On peut dire qu'Aron était simplement plein d'ambition. Il était déterminé et un peu têtu aussi. Tout était rose et plus comme un rêve devenu réalité pour Aron jusqu'à ce qu'un événement tragique bouleverse sa vie. Le 26 avril 2003, Aron, âgé de 27 ans, a décidé de s'attaquer à Blue John Canyon, un canyon isolé dans l'Utah. Se sentant comblé, il n'a pas pris la peine de dire à quiconque où il allait. Après tout, que pouvait-il arriver? Eh bien, il s'avère qu'il s'est passé beaucoup de choses. En descendant dans une section du canyon d'environ 3 pieds de large et 10 pieds de profondeur, un rocher de 800 livres coincé entre les parois du canyon a décidé de se joindre à l'aventure d'Aron. Le rocher s'est délogé et est tombé sur l'avant-bras droit de Ralston, le coinçant contre la paroi. Maintenant, le problème était que le rocher avait décidé de rester là aussi longtemps que lui. Il a passé la majeure partie de 6 jours piégé dans le canyon de grès, utilisant lentement le reste de son eau et de sa nourriture prévue seulement pour une sortie d'une journée. Il a essayé tous les moyens possibles pour se libérer, de tirer à pousser, vous nommez, mais ce rocher n'était pas dérangé. Avec sa réserve d'eau qui s'épuisait, Aron a dû se tourner vers une source d'hydratation naturelle qui n'était pas rafraîchissante. Sa situation était critique et il le savait. Il a même enregistré une série de messages pour sa famille et ses amis face à la réalité qu'il pourrait ne pas s'en sortir vivant. Le 4e jour, Aron a fait ses dernières tentatives pour amputer son bras, mais il a échoué en réalisant qu'il devait casser les os avant d'essayer de couper le bras. À ce moment-là, le seul outil de coupe disponible était un couteau de poche bon marché attaché à un outil multifonction qui ne pouvait pas couper l'os. Il s'est résigné à mourir, enregistrant des messages d'adieu pour sa famille et griffonnant son nom, sa date de naissance et la date présumée de sa mort sur la paroi du canyon. Le matin du 6e jour, Aron a réalisé que son bras avait commencé à se décomposer et a réussi à briser à la fois son radius et son ulna en tordant le bras contre le rocher. Avec les os brisés, il a réussi à amputer son bras en utilisant le couteau avec un tube de camelback servant de garrot. Tout le processus était une torture, mais Aron n'allait pas laisser une petite chose comme la douleur l'arrêter. Après son auto-amputation, Aron s'est extirpé de la crevasse, a installé un ancrage et a descendu en rappel 20 mètres, puis a parcouru des kilomètres avec un bras et presque plus de force. Juste au moment où il semblait que l'univers l'avait abandonné, une famille de randonneurs est apparue sur son chemin. Ils ont rapidement alerté les autorités. Cependant, les secouristes étaient déjà à la recherche d'Aron à ce moment-là et avaient limité leurs recherches à la région autour de Canyonlands. Donc un hélicoptère était heureusement déjà à proximité pour l'extraction. Les secouristes ont atteint Aron environ 4 heures après qu'il ait coupé son bras. Au moment où il est arrivé à l'hôpital, Aron avait perdu 25% de son volume sanguin total et plus de 40 livres. Les autorités ont ensuite récupéré le bras sectionné sous le rocher qui a dû être soulevé hors du canyon à l'aide d'un treuil hydraulique. Après son sauvetage, Aron est devenu une célébrité médiatique et a acquis une renommée grâce à son livre, Plus fort qu'un roc, et plus tard dans le film 127 heures.
De nos jours, il est conférencier motivateur, partageant son expérience avec des publics du monde entier. Numéro 9, Julian Kupske. Avez-vous déjà pensé à ce que cela ferait de tomber du ciel pour vous retrouver au milieu d'une jungle, ou disons de la forêt amazonienne? Cela pourrait ressembler à un horrible cauchemar, mais pour Julian Kupske, c'était la réalité. À seulement 17 ans, elle a vécu une expérience choquante qui a changé toute sa vie avec une histoire qui a commencé par une enfance étrange. Née de parents allemands, en 1954, Juliane a été élevée dans la jungle péruvienne dont elle devait maintenant s'échapper. Son père, Hans-Wilhelm Kupske, était un zoologiste renommé, et sa mère, Maria Kupske, était une scientifique qui étudiait les oiseaux tropicaux. Ensemble, ils ont créé une station de recherche biologique appelée Panguana pour pouvoir s'immerger dans l'écosystème luxuriant de la forêt tropicale. Juliane est devenue une enfant de la jungle autoproclamée en grandissant à la station. Alors que la plupart des enfants jouaient dans le jardin, on voyait Juliane dans la jungle dense de l'Amazonie, remplie de plusieurs créatures. Eh bien, cette exposition précoce à la faune s'est avérée être un facteur crucial pour ce qui allait suivre. Tout a commencé le 24 décembre 1971, lorsque Juliane et sa mère ont embarqué sur le vol 508 de l'ANSA de Lima à Pucallpa. Ce vol supposé devait être court et amusant, mais le destin en a décidé autrement. Placée au deuxième rang depuis l'arrière, Juliane a pris le siège près de la fenêtre, tandis que sa mère s'est assise au milieu, mangeant leur sandwich et profitant de chaque instant. Mais 15 minutes avant l'atterrissage prévu, le ciel est soudainement devenu noir. La lumière du jour s'est transformée en nuit et des éclairs ont jailli de toutes les directions. Cela pourrait-il être la fin du monde? Immédiatement, des turbulences ont secoué l'avion violemment. Puis, sans autre avertissement, la foudre a frappé l'appareil. Elle a décrit les cris des gens et le bruit du moteur jusqu'à ce qu'elle n'entende plus que le vent dans ses oreilles. L'avion a commencé à se désintégrer en plein vol. Julian Kupske et le siège auquel elle était attachée se sont détachés de l'avion en train de s'effondrer. Elle a dit « Je n'étais plus à l'intérieur de la cabine, j'étais dehors en plein air, je n'avais pas quitté l'avion. L'avion m'avait quitté. La prochaine chose dont elle se souvint, c'est qu'elle tombait de 3000 mètres à travers les airs et dans la canopée. » Quand Juliane s'est finalement retrouvée au sol, elle était vivante avec une clavicule cassée, une profonde blessure au bras et une seule chaussure. Et disons que c'était un miracle, mais son histoire d'incroyable persévérance n'était pas encore terminée. À ce moment précis, l'enfance de Juliane dans la jungle a porté ses fruits. Après une série de recherches infructueuses pour sa mère, elle s'est lancée dans un voyage de survie personnelle. Se sentant impuissante et désespérée, elle se souvint du conseil de son père de suivre l'eau en aval, car c'est là que se trouverait la civilisation. À ce moment-là, Juliane savait que dans l'Amazonie, le seul moyen de survie était de trouver de l'eau. Les nuits étaient remplies de scènes effrayantes de la jungle, pourtant Juliane continua. Le 9e jour de sa marche dans la forêt, comme une scène de film, Juliane est tombée sur une cabane et a décidé de s'y reposer, se rappelant qu'elle pensait probablement mourir seule dans la jungle. Mais ensuite, elle a entendu des voix. Ils appartenaient à 3 bûcherons péruviens qui vivaient dans la cabane. Juliane a dit « Le premier homme que j'ai vu ressemblait à un ange ». Bien que les hommes ne ressentèrent pas la même chose, ils étaient légèrement effrayés par elle et ont d'abord pensé qu'elle pouvait être un esprit de l'eau qu'ils croyaient s'appeler Yemanja. Pourtant, ils l'ont laissé rester là pour une autre nuit, et le lendemain, ils l'ont emmenée en bateau à un hôpital local situé dans une petite ville voisine. Après 11 jours éprouvant seule dans la jungle, Juliane a été sauvée. Après avoir été soignée pour ses blessures, Juliane a été réunie avec son père. C'est alors qu'elle a appris que sa mère avait également survécu à la chute initiale, mais était décédée peu après à cause de ses blessures. Juliane a ensuite aidé les autorités à localiser l'avion. Et au cours de quelques jours, ils ont pu trouver et identifier les corps. Sur les 92 personnes à bord, Juliane Kupske était la seule survivante. L'histoire de Juliane est une combinaison de pure chance et de résilience remarquable. Numéro 8, Rikimigi. L'outback australien est une région vaste, isolée et rarement peuplée qui couvre plus de 70% du continent australien. En tant qu'habitat pour un ensemble diversifié d'espèces animales, imaginez-vous maintenant dans un tel environnement. C'était le cas de Rikimigi, un mélange de survie, de malchance et d'une pointe d'humour. En janvier 2006, Rikimigi, âgé de 35 ans, partit pour un travail à Port Hedland, en Australie occidentale. Mais la journée avait d'autres plans pour lui.
Originaire du Queensland, Ricky n'était pas un amateur d'aventure, ni quelqu'un qui voulait tester ses limites face à la nature sauvage. C'était un garçon de la ville ordinaire traversant le territoire du Nord en route vers un nouvel emploi. Ricky s'occupait de ses affaires, conduisant pour voir un ami avant de reprendre le travail, quand les choses ont pris une tournure tragique. Selon Ricky, il a décidé de prendre des autostoppeurs en route qui prétendèrent être à court de carburant. À ce stade, offrir son aide était une décision qui n'était peut-être pas la plus judicieuse. Pendant le trajet, l'un des autostoppeurs lui a offert un verre. Environ 20 minutes plus tard, il a commencé à se sentir étourdi et c'est la dernière chose dont il se souvient. Choquant, il s'est réveillé à moitié enterré au milieu de nulle part, sans savoir comment il était arrivé là. Avait-il été drogué, volé ou enlevé par des extraterrestres? Il n'en avait vraiment aucune idée. Maintenant, presque tout le monde aurait une crise à ce stade, sachant pertinemment que l'Outback n'est pas réputé pour son hospitalité. C'est plutôt un « bienvenue au milieu de nulle part, maintenant essayez de rester » genre d'endroit. Mais Ricky n'allait pas laisser même l'environnement le décourager. Il était prêt à se battre jusqu'au bout. Avec rien d'autre que son intelligence et son briquet cassé, Ricky était prêt à faire de l'Outback sa maison temporaire. À ce moment-là, Ricky se rappela rapidement la première règle pour survivre dans l'Outback, se débarrasser d'un régime équilibré. Il se régalait de grenouilles, de sangsues, de sauterelles et de tout ce qu'il pouvait trouver juste pour survivre. Étonnamment, les jours se sont transformés en semaines et la situation de Ricky est passée de mauvaise à pire. On pourrait dire qu'il est un homme aux multiples talents, y compris le fait qu'il a dû garder sa santé mentale malgré le fait d'être perdu pendant 71 jours. Oui, vous avez bien entendu, 71 jours dans l'Outback. Enfin, comme un rêve devenu réalité, après plus de 2 mois d'isolement, Ricky a été découvert par un groupe de travailleurs de la station qui ont probablement pensé qu'ils venaient de rencontrer un fantôme. Ayant l'air émacié, Ricky a été secouru en sécurité. Il avait perdu beaucoup de poids, passant de 230 livres à 105 livres. Après son sauvetage, l'histoire de Ricky est devenue le sujet de conversation de la ville. Son expérience de vie l'a amené à écrire un livre intitulé « Left for Dead in the Outback », partageant son incroyable histoire de survie et comment il s'est retrouvé là. Alors que l'Outback a essayé de lui prendre la vie, Ricky Maggie s'en est sorti vivant dans une histoire que la plupart d'entre nous ne peuvent qu'imaginer. Numéro 7. Anna Elizabeth Johansen Bogenholm. Anna ne cherchait pas à faire la une des journaux ou à vivre un miracle médical en allant skier, mais disons que la vie a ses propres plans. C'était le soir du 20 mai 1999 quand Anna Bogenholm et 2 de ses collègues sont partis skier dans les montagnes près de Narvik, en Norvège. À l'époque, la jeune femme de 29 ans étudiait pour devenir chirurgienne orthopédique. Skieuse experte, Anna et ses collègues, Marie Falkenberg et Torbind Heim, ont emprunté un itinéraire à flanc de montagne escarpée. Elle avait pris cet itinéraire plusieurs fois auparavant, mais ce jour-là, la nature était très imprévisible. En descendant, par un coup du sort, elle a perdu le contrôle de ses skis et est tombée la tête la première sur une couche de glace de 20 cm. Sous la glace se trouvait un ruisseau gelé. Lorsque Anna est tombée, la glace, qui semblait solide, a décidé de montrer son côté espiègle en se fissurant sous son poids, l'envoyant dans l'eau glacée en dessous. Parler d'une mauvaise journée déjà. Quand ses amis l'ont trouvée, seuls ses pieds et ses skis étaient au-dessus de la glace. Ils ont attrapé ses skis et ont essayé de la tirer, mais elle était fermement retenue par des rochers et de la glace en dessous. Ils ont appelé à l'aide, mais la situation n'était pas prometteuse car la tête et le torse d'Anna gelaient lentement sous la glace glaciale. Maintenant, être piégé sous une couche de glace est le genre de scène qui se passe dans les films d'horreur, pas dans la réalité. Mais heureusement, sous l'eau, elle a trouvé une poche d'air et a lutté pour rester consciente pendant que l'aide arrivait. Après être restée sous l'eau glacée pendant 40 minutes, Anna a cessé de bouger et son corps est devenu mou. L'hypothermie s'est installée. Son cœur a ralenti et finalement, sa température corporelle est descendue à un incroyable 13,7 degrés Celsius, ce qui était la plus basse jamais enregistrée chez un humain ayant survécu. La plupart d'entre nous auraient abandonné à ce stade, mais le corps d'Anna avait d'autres plans. Finalement, les secouristes du bas de la montagne sont arrivés avec une pelle de jardinage pointue. Ils ont pu creuser la glace dure et sortir Anna de l'eau froide à 19h40. Elle était restée sous l'eau glacée pendant 80 minutes. Selon tous les témoignages, tout le monde pensait qu'elle était cliniquement morte. Pas de pouls, aucun signe de vie, juste un corps raide et sans vie. S'il y avait un bon moment pour abandonner, cela aurait dû être le moment parfait. Mais c'est là que les choses se sont compliquées. Au lieu de la mettre dans un sac mortuaire, l'équipe médicale a essayé une dernière fois. L'équipe médicale a pris des mesures, utilisant toutes les compétences dont elle se souvenait pour réchauffer Anna.
Lentement, son corps a commencé à réagir, et son cœur, qui avait pris une pause très importante, a commencé à répondre. Et puis, à la grande surprise de tous, Anna est revenue à la vie. Cependant, il lui a fallu plus d'1 an pour bouger, car certains nerfs avaient été endommagés pendant son épreuve. L'histoire d'Anna est devenue une recherche inspirante sur l'hypothermie et sur la façon dont le corps humain peut survivre à des conditions sévères. C'est un rappel que même quand cela semble impossible, cela vaut la peine d'essayer encore une fois. Numéro 6, Nando Parrado. Dans cette histoire de vie imprévisible qui se lit comme un roman, personne ne sait ce que le prochain moment réserve. Personne ne s'attendait à ce qu'un simple vol à travers les Andes devienne l'histoire de survie la plus stupéfiante jamais racontée. En 1972, Nando Parrado était un étudiant de 22 ans qui consacrait une grande partie de son temps libre à jouer au rugby. Lorsque son équipe, les Old Christians de Montevideo, en Uruguay, a eu l'opportunité de se rendre à Santiago, au Chili, pour un match, il a invité avec enthousiasme sa mère et sa sœur à l'accompagner. Il ne savait pas que le voyage deviendrait l'expérience la plus éprouvante de sa vie. Le 13 octobre, l'avion affrété dans lequel le groupe voyageait n'a pas réussi à franchir un sommet de montagne. La dernière chose dont Parrado se souvenait était de regarder par la fenêtre et de voir la montagne juste en dessous de l'avion. Puis le bruit, l'obscurité et un coup à la tête l'ont laissé inconscient pendant plusieurs jours. Lorsqu'il revint à la réalité, la véritable horreur se révéla. L'avion s'était brisé en deux et s'était écrasé dans une montagne traîtresse à la frontière entre l'Argentine et le Chili. C'était comme si l'univers avait appuyé sur le bouton pause de la réalité. Beaucoup des 45 passagers du vol étaient morts sur le coup ou peu après, y compris la mère et la sœur de Parrado. Leur décès ajoutait un autre traumatisme à ce qui était déjà une terrible calamité. Une fois le choc initial passé, commença alors le défi de tenter de survivre dans certaines des pires conditions possibles sur Terre. Coincé à une altitude d'environ 8000 pieds, sans végétation ni faune, et des températures glaciales de 20 degrés en dessous de zéro. Dans un environnement si hostile, Parrado devait rapidement réfléchir à sa propre survie. La perte de ses proches a ravivé sa détermination à sortir vivant et à rentrer chez lui pour son père. Il ne laisserait pas la montagne le briser. Parrado se souvient de ses premiers jours sur la montagne avec une pointe de fierté, sachant que tout le monde avait accompli un exploit remarquable malgré les incroyables obstacles. Avec des provisions limitées et aucune possibilité de secours, Nando et les autres survivants ont été confrontés à une décision inimaginable. Soit manger le corps de leurs amis décédés pour rester en vie, soit mourir. Après 2 mois d'attente dans la douleur, Nando et 2 autres survivants, Roberto Canessa et Antonio Vizintin, décidèrent de s'aventurer dans les montagnes pour chercher de l'aide. Si personne ne venait les secourir, la seule option était d'aller chercher de l'aide et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont marché pendant 10 jours, luttant contre les éléments et leurs faiblesses. Leur voyage était rempli de dangers, de moments de désespoir et de détermination. À un moment donné, Nando a noté « J'étais si fatigué que j'ai pensé à demander son chemin à un bonhomme de neige. » Finalement, en cherchant du bois pour passer la nuit près d'une rivière, Nando et Canessa ont aperçu un homme à cheval de l'autre côté de l'eau et ont agité frénétiquement les bras pour demander de l'aide. Le courant de la rivière était si fort qu'ils ne pouvaient pas s'entendre, alors ils ont attaché un nœud autour d'un rocher et l'ont lancé de l'autre côté. Le berger a compris le message et a ramené des secouristes le lendemain. 2 jours plus tard, des hélicoptères de secours se sont rendus sur le site de l'accident et ont récupéré les membres restants du groupe. Il y avait 16 survivants au total et ils seraient chez eux à temps pour Noël. Aujourd'hui, Nando n'est pas seulement un survivant, il est un symbole de foyer et de détermination. Choix des abonnés. Dans une petite ville vivait un enfant qui rayonnait de joie partout où il allait. Son rire contagieux et son esprit indomptable en disaient long. Tout à coup, la vie a décidé de prendre sa part. Un incendie s'est déclaré dans la maison, laissant à cet enfant une terrible cicatrice qui durerait toute sa vie. Les flammes avaient laissé leur marque sur sa peau, un rappel constant de cette nuit-là. Mais malgré les cicatrices physiques, son bonheur restait intact. Il portait ses brûlures comme un insigne de survie, un témoignage de la force qu'il ne savait pas posséder. Mais que feriez-vous si vous vous trouviez dans une situation de vie ou de mort avec tout contre vous? Laissez votre réponse dans la section des commentaires. Numéro 5. Poon Lim. Poon Lim n'a jamais imaginé qu'il deviendrait, mais comment aurait-il pu se préparer à ce qu'il a affronté? Cela semble imprévisible, n'est-ce pas? C'était exactement le sentiment de Poon Lim lorsqu'il s'est retrouvé dans une telle situation. Poon Lim est né en Chine en 1918. Il a grandi dans un village de pêcheurs et a appris à nager à un jeune âge.
Lorsqu'il avait seulement 10 ans, sa famille a déménagé en Malaisie, où il a continué à travailler dans l'industrie de la pêche. Disons qu'il avait cette compétence de natation depuis son plus jeune âge. En 1942, à 30 ans, Poon Lim a été enrôlé dans la marine marchande chinoise pour travailler comme steward sur le SS Ben Lomond, un navire britannique transportant des fournitures de l'Asie du Sud-Est vers l'Australie. Étonnamment, l'inattendu s'est produit le 23 novembre 1942. Le Ben Lomond avançait doucement à travers l'Atlantique lorsqu'un sous-marin allemand a décidé de gâcher la journée. En un clin d'œil, le navire était en route vers le fond de l'océan. Lim, qui n'avait jamais voulu rejoindre le navire, a attrapé un gilet de sauvetage et a sauté par-dessus bord. Alors que le navire disparaissait sous les vagues, Lim se retrouva au milieu de nulle part, sans amis ni familles autour, sauf le requin affamé. Heureusement pour lui, même si ce n'était pas une question de chance à ce moment-là, il trouva un radeau de sauvetage en bois à proximité. Lim était sur le point de tester jusqu'où la créativité humaine pouvait aller. Il devait créer un auvent à partir du matériau du radeau pour se protéger du soleil et recueillir l'eau de pluie en utilisant son gilet de sauvetage. Parler de créativité. La pêche est devenue importante alors qu'il fabriquait des hameçons à partir de métaux et utilisait tout ce qu'il pouvait trouver comme appât. Ce n'était pas facile pour Lim alors qu'il luttait pour survivre, combattant le mal de mer, les températures extrêmes et plusieurs menaces de requins. Il a même dû attraper des oiseaux de mer qui atterrissaient sur son radeau, utilisant leur sang pour étancher sa soif. L'épreuve de Lim a duré 133 jours. Sa résilience a été mise à l'épreuve encore et encore, mais il a tenu bon, trouvant le moyen de survivre dans les conditions les plus difficiles. Comme un rêve devenu réalité, le 5 avril 1943, Lim a été secouru par des pêcheurs brésiliens. Son histoire a immédiatement attiré l'attention internationale, car il est devenu un symbole de survie contre toute attente. Cela l'a inspiré à publier un manuel de survie intitulé « Survie en haute mer », partageant son expérience de vie avec les autres. Numéro 4. Zaïd. Tu sais comment la vie te surprend parfois avec l'inattendu? C'est exactement ce qui est arrivé à Zaïd à seulement 2 ans et demi. C'était une situation plus grande que son âge. C'était une soirée fraîche à la maison quand une bougie a accidentellement enflammé sa literie. C'était un moment horrible qui a entraîné des brûlures graves couvrant 80% de son petit corps. Les médecins étaient prêts à l'abandonner, pensant qu'il ne s'en sortirait pas, mais le petit Zaïd n'était pas encore prêt pour cela. Il a subi plusieurs opérations, mais devinez quoi? Zaïd est sorti de l'hôpital vivant. Il a dû s'adapter à des défis de taille dans la vie, y compris la perte de ses 2 mains, de sa vue, d'un orteil de son pied droit et de tous les orteils de son pied gauche. En grandissant, Zaïd a traversé des moments difficiles car il était souvent la cible de regards et de commérages. Imaginez être un enfant et entendre quelqu'un dire « Tu ressembles à un zombie ». C'est suffisant pour remettre en question son existence. Mais la mère de Zaïd est restée à ses côtés, l'encourageant à accepter qui il est. Aujourd'hui, il a transformé son expérience en quelque chose de positif. Sa vie est devenue un phare d'espoir pour les autres, confrontés aux défis de la vie. Numéro 3. Tammy Oldham Ashcraft. Dans les vastes eaux bleues de l'océan Pacifique, Tammy Oldham Ashcraft et Richard Sharp se sont lancés dans une aventure de voile ensemble en septembre 1983. Le couple livrait un bateau de luxe appelé Azana, du port de Papeete à Tahiti à San Diego, ce qui semblait être un voyage de routine, du moins le pensait-il. 3 semaines après le début de leur voyage, Mère Nature avait d'autres plans alors qu'ils profitaient de leur temps en pleine mer. Une tragédie a frappé sous la forme de l'ouragan Raymond. Tammy, une jeune femme de 23 ans, et son fiancé, Richard, n'étaient certainement pas étrangers à la mer. Richard, en particulier, était un marin expérimenté, et c'est lui qui avait été engagé pour livrer Azana à sa destination finale à San Diego. Avec Tammy à ses côtés, la vie était parfaite. Un voyage vers l'inconnu qui ne contenait que joie et amour. Pendant les 2 premières semaines, le voyage fut paisible. Les vagues douces et l'immensité apaisante du Pacifique se sont avérées être une escapade tranquille pour le couple. Cependant, le 12 octobre, le calme paisible a été interrompu par une tempête de catégorie 4 nommée Raymond. Les vagues, hautes de 40 pieds, ont englouti le bateau, poussant Richard à envoyer Tammy sous le pont. Les vagues sont devenues si violentes et les vents si puissants que le yacht a chaviré. Quelques instants avant cela, Tammy a entendu son fiancé crier. Les vents brutaux ont fait tomber Tammy, la faisant chuter en arrière et subir une grave blessure à la tête. La blessure sanglante l'a rendue inconsciente pendant presque 30 heures. Quand elle s'est enfin réveillée, elle était seule.
Tammy devait non seulement trouver un moyen d'atteindre la Terre, dont il n'y avait aucune en vue, juste de l'eau à perte de vue, mais aussi faire face à la perspective très réelle que son partenaire était mort. Isolée, avec rien d'autre qu'un bateau endommagé pour la maintenir à flot, Tammy devait envisager ses prochaines actions. Elle avait peu d'options, mais savait une chose. Elle se battrait pour rester en vie. La coupure saignante à sa tête nécessitait un traitement médical, mais elle était loin de la Terre et semblait n'avoir aucun moyen de revenir sur la terre ferme. Pendant 41 jours, l'océan est devenu son monde entier. Un monde qui n'offrait aucune forme de confort, seulement de l'eau à perte de vue. Pourtant, Tammy a refusé de céder. Elle a persévéré, déterminée à atteindre la sécurité. Après plus d'1 mois à la dérive, elle a aperçu la Terre à l'horizon, Hilo, Hawaï. C'était le premier sol ferme qu'elle voyait depuis des semaines, et cela marquait la fin de son calvaire. Numéro 2, Victoria Cilliers. Jusqu'à ce que la mort nous sépare prend une signification bien plus sombre dans la vie de Victoria Cilliers. Le dimanche de Pâques de 2015, ce qui avait commencé comme une routine normale pour Victoria, s'est terminé par une journée remplie de trahison et presque la perte de sa vie. Connue pour être une experte en parachutisme, Victoria est allée sauter en parachute dans le Wiltshire, en Angleterre, sous l'impression que son mari l'avait planifié pour réparer leur mariage déjà brisé. Mais alors qu'elle tombait d'une hauteur vertigineuse de 4000 pieds, Victoria a réalisé que quelque chose n'allait pas car elle a essayé à plusieurs reprises d'ouvrir son parachute, mais cela est resté vain. Victoria a dit qu'elle n'était pas trop inquiète, mais quand son parachute de secours a échoué, elle a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Allant à 60 miles par heure, on pourrait penser que ce serait la fin tragique de sa vie, mais voilà, Victoria a miraculeusement survécu malgré des blessures mettant sa vie en danger. Cela s'est produit parce qu'elle a atterri sur un champ fraîchement labouré et mou. Mais alors que Victoria était convaincue d'avoir vécu rien de plus qu'un accident tragique, la société derrière le saut en parachute a immédiatement soupçonné un acte criminel. Peu de temps après une enquête très intense, ils ont découvert que le mari de Victoria, Émile Cilliers, était responsable. Après la tentative de meurtre, Victoria, qui avait du mal à accepter que son mari soit capable de la tuer, se souvint qu'une semaine auparavant, son mari avait essayé de l'asphyxier au gaz. Elle lui avait alors envoyé un texto en plaisantant, lui demandant s'il essayait de la tuer. Il a été révélé plus tard que la raison pour laquelle il voulait tuer sa femme était qu'il avait des dettes importantes et voulait obtenir l'assurance vie de sa femme. Après un long procès, Émile Cilliers a été reconnu coupable de tentative de meurtre en mai 2018 et a été condamné à la réclusion à perpétuité avec un minimum de 18 ans. Numéro 1, Hugh Glass. Tout a commencé lorsque Glass a rencontré une ours grizzly avec ses petits en cherchant l'expédition de la Ashley Food Company près de l'actuel Lehman. L'ours l'a laissé avec une jambe cassée, un cuir chevelu déchiré, une gorge perforée et de nombreuses contusions. Qui aurait survécu à cela? Croyant qu'il était mort, les chefs de l'expédition ordonnèrent à John Fitzgerald et Jim Bridger de rester avec lui jusqu'à son dernier souffle. Mais ces deux-là avaient autre chose en tête qui n'impliquait pas de veiller un homme mort. Les deux hommes, convaincus que Glass était fini, décidèrent de gérer la situation par eux-mêmes. Ils l'ont mis dans une tombe peu profonde et ont emporté son fusil, son couteau et son kit pour faire du feu. Après tout, de quoi un homme mort a-t-il besoin? Ils ignoraient que Glass était loin d'être mort. Il se préparait seulement pour son voyage de survie. Glass, avec une volonté de vivre, reprit son souffle et réalisa qu'il avait été abandonné. Puis lentement, il marcha en direction de Fort Kiowa, qui se trouvait à 200 miles. En chemin, il mangeait tout ce qu'il pouvait trouver, des baies, des insectes, vous nommez. On pourrait penser qu'il abandonnerait, mais chaque centimètre douloureux qu'il parcourait était motivé par une pensée unique, la vengeance. Glass était déterminé à retrouver les hommes qu'il avait laissés pour morts et à leur dire ce qu'il pensait, sinon avec ses poings. Des semaines plus tard, lorsqu'il est finalement arrivé à Fort Kiowa, ressemblant plus à un zombie qu'à un homme, la première chose qu'il a faite a été de demander où étaient ses amis. Et quand il les a trouvés, disons simplement qu'ils ont été plus qu'un peu surpris de voir Hugh Glass bien vivant et pas du tout d'humeur à pardonner et oublier. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.